Bonjour, je m'appelle Catherine Simon, je suis là pour animer cette conférence sur l'agriculture, les ruptures des pratiques et les innovations technologiques pour nous nourrir. Et puis c'est un sujet d'actualité, puisque vous savez qu'en ce moment se discutent les conséquences de la crise sanitaire sur la production agricole et comment allons-nous nourrir cette population avec des difficultés de production dues au dérèglement climatique. Alors, qu'est-ce que c'est l'agriculture ? C'est l'aménagement par l'homme de son environnement naturel et le contrôle du cycle biologique d'espèces végétales et animales dont le but premier est de nous nourrir. De nouvelles pratiques et des innovations de rupture vont-elles nous permettre d'atteindre l'objectif numéro 2 des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, à savoir faim zéro. Alors, plusieurs révolutions agricoles ont profondément transformé nos pratiques et Olivier nous en parlera. Et pour parler de cette rupture des pratiques nécessaires et de l'apport des technologies dans ces ruptures de pratiques agricoles, j'ai le plaisir de recevoir 3 intervenants très intéressants qui couvrent finalement un très large spectre. Je vais commencer par Olivier, tout au bout. Chercheur à l'Université de Bordeaux et animateur d'un réseau de recherche, le réseau R4 en Nouvelle-Aquitaine, membre de Aquitaine Robotics, qui est un cluster de robotique en Aquitaine. Ses recherches consacrées à la topologie, la théorie des langages, et puis, après quelques années au sein d'une entreprise privée, Schlumberger, sur la sécurisation des cartes à puces, il rejoint Olivier l'Université de Bordeaux et conduit des travaux et projets de recherche sur la sécurité informatique et les méthodes formelles. Expert en robotique et en particulier la robotique autonome qui est très importante pour l'agriculture et le changement des pratiques. Il a fondé et dirige l'équipe Roban qui a remporté, et ça on peut d'ores et déjà applaudir, à 4 reprises ils ont gagné cette équipe, la RoboCup qui est une manifestation, une compétition internationale de renom en robotique. Voilà. Exactement. Du coup, vous allez devoir applaudir les 3. Ça, y a pas on ne fait pas de privilégie, on privilégie personne ici. Arnaud, qui est à côté, au centre de mes 3 intervenants. Arnaud de la Fauchardière, entrepreneur récidiviste, CEO d'une entreprise Vitirover qui produit des robots de terrain qui modifient nos pratiques en supprimant le désherbage. Je dis bien supprimant le désherbage pour lui substituer l'entretien des sols. Il est porteur d'une vision sur la révolution agricole durable qui requiert des innovations de rupture, un changement des pratiques et qui propose une solution pionnière en rupture, en première phase d'industrialisation, en phase de croissance, avec un potentiel de marché d'envergure, une solution durable. J'en appelle, si des fois il y a un investisseur dans la salle ou dans le digital, à regarder attentivement l'entreprise Vitirover. Merci. Arnaud, allez Arnaud, on l'applaudit. Voilà. Et David Barthes. Alors là, nous avons la représentation des exploitants avec le directeur général de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, maître de conférence à l'IAE de Lyon. Il porte le projet, il a porté, parce que ça y est, il est live, inauguré et live, le projet du Vitilab, un lieu d'expérimentation et de test de solutions innovantes qui participe à la sensibilisation des jeunes sur les métiers et les innovations digitales pour l'agriculture, un lieu de collaboration et d'expérimentation pour faciliter l'émergence d'entreprises créatrices de solutions pour les secteurs vini et viticole et accompagner, bien sûr, le déploiement de ces solutions. Alors, sur le site de Vinipol Sud Bourgogne à Davaillé, ce Vitilab, Innovative Viticulture, est un espace dédié au numérique et à la robotique en viticulture. Donc, on a bien un panel représentatif de la filière avec la recherche et la formation, l'entrepreneuriat et l'innovation et la représentation des exploitants. Et on va commencer par une question à Olivier. Olivier, est-ce qu'on est aujourd'hui une nouvelle fois en mode rupture pour l'agriculture et quelle est l'histoire de cette constante de révolution dans l'agriculture et où on en est aujourd'hui? Voilà, un mini état de l'art sur la révolution agricole. C'est parti. Alors, merci Catherine.
Je ne suis ni historien ni agronome, donc je ne vais pas vous retracer l'histoire de l'agriculture depuis ses débuts. Alors j'en suis complètement incapable et en plus ce serait long. Je m'intéresse aux technologies et je peux pointer sur, pour répondre à ta demande historique, sur deux choses importantes qui se sont déroulées au 19e et au 20e siècle, à savoir la motorisation, qui reposait sur le moteur à explosion en particulier, quand même, et puis la chimie. Alors, ces deux points ont complètement changé la face de l'agriculture, évidemment, comme me le faisait remarquer David juste avant, l'industrialisation, le contexte d'industrialisation était bien sûr très important pour ça. Bon, et je crois qu'il complétera cette mention. Aujourd'hui, ce à quoi on se prépare, en tout cas, c'est il y a des points et des ruptures technologiques qui permettent un changement très fort de paradigme. Et puis, il y a une conjonction. Alors, la conjonction, c'est globalement une pression forte, peut-être très forte, probablement pas soutenable dans les années, sur les ressources. Les ressources, qu'elles soient alors inhérentes à ces révolutions, comme le pétrole par exemple, ou dans la chimie, le phosphore. Donc de façon très pragmatique, on a une pression sur les ressources qui est très forte. Voire, et si sans parler du caractère moral, la 6e extinction qu'on regarde se dérouler sous nos yeux est aussi une pression sur les ressources agricoles, évidemment, qu'on ne peut pas ignorer. Alors, face à cela, depuis quelques années, 15 ans probablement, se développent des technologies qui peuvent apporter quelques éléments de réponse. Alors, première technologie, la géolocalisation de précision, le GPS. Et en l'occurrence, pas tout à fait le GPS que vous avez dans la voiture, mais le GPS centimétrique, qui aujourd'hui est assez répandu en agriculture et permet de se repérer sur la terre au centimètre près partout. Une deuxième innovation technologique très importante, c'est la vision assistée par ordinateur. Dans les années, elle se développe depuis 20 ans et aujourd'hui, elle est très opérationnelle avec en soutien même toutes les technologies d'IA qui se développent pour reconnaître des plantes, des plants, ainsi de suite. Bon. Et puis, ces deux innovations importantes n'avanceraient pas si on n'avait pas un développement très fort de la robotique autonome. Plutôt légère, d'ailleurs, jusqu'au drone. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui d'embarquer des unités de calcul, de l'énergie, des capteurs, et ce, à un coût qui n'a rien à voir avec celui qu'on a connu il y a 20 ans, ne serait-ce que pour les capteurs. Bon, ça, on peut le toucher du doigt dans l'agricole aujourd'hui. Alors tout ça, ça permet quelques petites choses. Alors, d'une part, disons, on peut le classifier en deux peut-être. D'une part, la robotique collaborative, qui va nous permettre de développer des robots pour aider l'homme dans son quotidien et dans ses tâches. La cueillette, un robot qui vous suit, qui apporte un conteneur ou quelque chose comme ça, qui vous reconnaît et qui est autonome. Et puis l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, elle va permettre peut-être, par exemple, d'apporter une réponse au labour, déjà. Je mentionne un exemple, le strip-till, par exemple, où, grâce à un positionnement de précision centimétrique, eh bien, on va être capable de travailler la terre sur une toute petite surface, sur une rigole de 5 cm, par exemple, en utilisant beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de masse, et en économisant le biotope. Les rigoles de 5 cm, on les fait rouler chaque année et on les décale. Et de cette façon, on économise le biotope, on ne tasse pas la terre, et ainsi de suite. Mais il faut résoudre évidemment le problème de rentabilité. Donc on a la robotique et l'agriculture de précision face à la chimie dans le désherbage et face à l'usage de masses de plus en plus énormes. Si on connaît les tracteurs d'il y a 30 ans, et en les regardant aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte
une sorte d'inflation un peu catastrophique. Voilà, je vais m'en arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup dépassé en fait. Voilà, alors désolé. Arnaud, non, pas du tout, tu n'as pas dépassé, ça baigne. Arnaud, vous dites OK, GPS, vision, autonomie, data, hein, qu'il ne faudra pas oublier. Mais Arnaud, vous dites non, tout ça doit apporter des ruptures et non pas juste une automatisation de pratiques existantes, une meilleure précision, mais pas de changement de pratique, etc. Ben, allez-y, racontez. J'ai pas suivi mon déroulé, c'est ça. Hein. C'est pas grave. Alors, les apports technologiques dans nos pratiques agricoles et d'élevage, quels enjeux, quels freins, et pourquoi il faut qu'on passe à quelque chose de plus révolutionnaire quelque part. Exactement. Et en fait, je vais un peu surfer sur ce qu'a dit Olivier et puis répondre un peu plus précisément à cette question en les expliquant peut-être. Il y a clairement dans l'usage de la technologie dans l'agriculture 2 voies. Une voie qui consiste à automatiser des process existants et une voie qui consiste à modifier ces process existants. Automatiser des process existants, un process existant, c'est une charrue attelée sur un tracteur. Tout d'un coup, modifier le process, automatiser le process existant, c'est la même charrue qu'on va atteler sur un tracteur autonome ou sur un robot autonome. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins assez pratiques qui viennent en particulier de la sécurité. Ces très gros engins n'ont pas d'autorisation pour circuler de manière véritablement autonome, tout simplement parce qu'ils portent un risque létal. Hein. Si on se prend un tracteur autonome de 2 tonnes dans la figure, il y a effectivement un risque létal. Donc, et puis il y a quand même des opportunités, et en particulier le fait que tout ce qui est automobile autonome, il y a d'énormes investissements qui sont faits là-dessus aujourd'hui, et donc un jour il va y avoir une convergence, mais on pense que ça va prendre de l'ordre de 5 à 10 ans certainement. Donc aujourd'hui, la simple automatisation de process existants, il n'y a pas d'autorisation, ça reste des très gros engins qui tassent les sols, qui sont coûteux, et puis c'est peu écologique. Et donc il y a une deuxième voie, qui est la voie que nous avons choisie chez Vitirover, mais qui est la voie absolument passionnante dans l'usage des technologies, qui va consister à modifier les process existants. Modifier les process existants, ça veut dire apporter à l'agriculture des innovations de rupture, des innovations, de véritables disruptions, c'est-à-dire des révolutions dans les pratiques, des révolutions dans les business models et des révolutions dans les outils. Alors, dans les pratiques, on a, je ne sais pas si ça a été dit, mais... Vous pouvez donner l'exemple de Vitirover, là, pour le coup. Voilà, exactement. Donc, on va en parler. Mais pour élargir un peu le débat, globalement, les fermes urbaines, les potagers connectés, le maraîchage vertical, tout ça, ce sont des pratiques nouvelles qui permettront, par exemple, dans le cadre du maraîchage vertical, eh bien, sur 1 mètre carré, de produire beaucoup plus de légumes qu'on en produit quand on par les moyens traditionnels. Donc, autre type de rupture de pratique, pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas, en termes agronomiques, que finalement, l'herbe qui est considérée comme un ennemi depuis toujours, et que Monsanto nous a appris à tuer pendant 40 ans avec de la chimie, et qu'on continue à enterrer avec du labour, pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas que cet ennemi historique, puisque en fait il est un concurrent à la plante principale, ne deviendrait pas un allié? Et c'est effectivement ce que nous avons fait avec Vitirover, en proposant nos flottes de robots autonomes qui vont entretenir une végétation en permanence, toute l'année, à un niveau qui fera que l'herbe ne représentera plus la compétition avec la plante principale dont on parle historiquement. Et puis, il y a un autre énorme avantage, c'est qu'à partir du moment où on ne tue plus le sol, que ce soit avec de la chimie ou avec du labour, on recrée des prairies naturelles qui deviennent des puits à carbone et qui collectent du carbone. Et on pourrait imaginer, les grandes entreprises agricoles américaines sont tout à fait lancées dans ce domaine-là, que les agriculteurs aient, grâce à ces crédits compensatoires de carbone, des revenus nouveaux
qui soit enfin décorrélé de la météo et même des cours des céréales ou du cours du raisin dans nos métiers. Donc il y a là un enjeu de changement de pratique qui est très important. Deuxième changement, les business models. C'est compliqué pour un agriculteur aussi techno-minded qu'il soit de passer à un tracteur autonome ou à un robot à plus forte raison. Et donc il y a des business models comme celui qu'on propose chez Vitirover qui consiste non pas à vendre des machines et puis quelque part débrouillez-vous si j'ose dire, mais à vendre des hectares entretenus, c'est-à-dire à vendre un service. Nous prenons un engagement de résultat sur l'entretien des parcelles qu'on nous confie. Pas de matériel à acheter, pas de problématiques de garantie, de pièces détachées, etc. C'est nous qui gérons. Et donc on digère, si j'ose dire, toute la partie peut-être peur de l'accès aux technologies qui peut exister. Et puis la troisième rupture, c'est une rupture des outils. C'est aussi ce qu'on a fait, mais globalement, pourquoi est-ce qu'on ne se poserait pas la question de remplacer les très gros engins qui ont toujours été là dans l'agriculture par des flottes de petits engins? C'est ce qu'on fait, mais on n'est pas les seuls. Fendt propose aussi des flottes de petits semoirs. Et c'est vrai que quand on regarde la robotique mobile autonome, les seuls qui ont véritablement les autorisations, eh bien, ce sont des petits engins. Je prends des exemples hors de l'agriculture, mais par exemple, les engins de logistique dans les entrepôts d'Amazon ou des autres, il y a des flottes de petits engins sur lesquels il n'y a absolument aucun risque létal, donc ils ont toutes les autorisations. Même chose pour les robots de jardinage qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires chaque année. Ils sont petits, ils ne portent pas de risque létal et du coup ils ont toutes les autorisations pour fonctionner. Donc je dirais de manière très déterminée pour conclure cette partie que on nous annonce 9 à 10 milliards d'individus sur la planète en 2050. Il va falloir les nourrir. Si on utilise simplement l'automatisation des process existants, c'est-à-dire toujours des charrues attelées derrière des engins autonomes, eh bien, on ne réglera pas la question. Il y a une nécessité d'utiliser les technologies pour créer cette rupture, et donc il y a une nécessité à challenger les conventions finalement. On est très conventionnel dans notre approche, eh bien on doit challenger ces conventions. Alors David, comment on challenge l'exploitant agricole pour qu'il change ses pratiques? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour les y aider? Je sais que ça vous accompagnez ces changements-là. Et puis la viticulture, parce qu'on est particulièrement sur le sujet de la viticulture quand on parle de Saône-et-Loire et de la Bourgogne. Un des domaines pionniers dans l'adoption des nouvelles technologies, c'est aussi parce qu'il y a plus de marge dans ces métiers du vin que dans le métier du fruit et légumes. Votre vision, alors, quant à l'adoption de ces nouvelles technologies par les exploitants, la transformation des pratiques des exploitants, qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, en introduction, je crois que l'agriculture s'est toujours transformée. C'est dans l'ADN du monde agricole. C'est à partir du moment où vous travaillez sur du vivant, ça oblige à l'humilité. Vous ne maîtrisez pas la météo, vous ne maîtrisez pas les maladies sur les animaux. On essaie de comprendre. Voilà, on pourrait y revenir sur la data, mais effectivement, la data, tout acte de production agricole est tracé, au départ, pour des questions de protection sanitaire des populations. Sauf qu'aujourd'hui, on a une masse de données dont on ne fait pas grand-chose, si ce n'est d'aller comprendre quand des gens ont des maladies suite à l'achat et à la consommation d'un steak haché un peu avarié, de savoir d'où vient le problème. Donc on remonte sur l'abattoir, on remonte sur l'élevage éventuellement, ça se passe souvent à l'abattoir, mais voilà. Mais on a énormément d'informations. Donc l'agriculture, je crois qu'elle s'est toujours transformée parce qu'on ne peut pas passer de quelques millions d'habitants sur une planète à quelques milliards sans que l'agriculture soit en capacité de répondre à ses besoins. Ensuite, et c'est je crois qu'un des enjeux, et quand Olivier expliquait un petit peu l'évolution, la mécanisation de l'agriculture, c'est qu'aujourd'hui, le monde agricole, il bouge, mais il n'a pas de commande publique, il n'a pas de commande politique. Je prends toujours l'exemple, l'arrêt des tickets de rationnement en France, c'est décembre 1949. C'est pas en juin 1944 quand les Américains débarquent avec du coca et des chewing-gums, c'est décembre 1949. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pouvoirs publics, sortis de la Première Guerre mondiale, ont demandé au monde agricole de remettre en route l'appareil productif et de nourrir les Français. Une fois que ça a été fait dans les années 60, politique gaullienne, les centrales nucléaires, l'arme nucléaire, l'autonomie, l'indépendance politique. L'agriculture est un élément d'indépendance politique, clairement.
bien, la commande qui a été passée par le général de Gaulle et le ministre de l'Agriculture, qui était Pisani à l'époque, c'était de nourrir le monde. Et donc la chimie est arrivée parce qu'elle répondait à une commande politique qui était de nourrir, au-delà de la population française, c'était de nourrir le monde. Alors au passage, la population française, via la PAC, c'était de la nourrir pas cher. Voilà, en Europe, on mange, l'alimentation coûte pas cher par rapport à d'autres pays. Donc les agriculteurs ont accompagné ces mouvements-là. Alors, je ne suis pas là pour dire que voilà, c'est très bien, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont répondu à une commande politique et qu'aujourd'hui, ce qui manque, et on se le disait en préparant la table ronde, c'est peut-être qu'il faut écrire une nouvelle page politique d'une agriculture française ou européenne en lien avec le digital, la robotique et ce qui fait que nous nous réunissons aujourd'hui pour dire voilà, nous allons avoir l'agriculture la plus durable, la plus connectée au monde et la plus performante dans une démarche vertueuse. Là, il y a Guillaume et Didier avec qui nous avons travaillé sur le projet Vitilab, qui travaille sur la viticulture. Aujourd'hui, alors le changement climatique ces dernières années, c'était plutôt sympa pour les viticulteurs. Chaque année, ils faisaient l'année du siècle. C'était sympa. Cette année, le millésime 2021 en Bourgogne, il n'y aura pas grand-chose, et voilà, parce que du gel et de la grêle au printemps. Les maraîchers dans le Val-de-Saône, inondation au mois de juillet. Donc le changement climatique, ils le vivent. Ils le vivent à la fois dans l'acte de production, dans les conséquences sur le modèle économique de l'exploitation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu cet enjeu qui est de dire quelle est la commande qui est passée au monde agricole pour qu'il se transforme. Il se transformera, le monde agricole. Un agriculteur, c'est un chef d'entreprise comme les autres. Lui, ce qu'il veut, c'est... Et puis on voit bien avec les nouvelles générations qui arrivent en agriculture, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent du temps, comme je pense la plupart des gens qui sont dans cette salle. Le week-end, ils veulent un peu souffler, ils veulent gagner leur vie, ils veulent bosser, mais ils ne veulent pas, comme aujourd'hui en élevage en Saône-et-Loire, soit ne pas se payer, soit gagner 300 € par mois. Et donc c'est là où effectivement la robotique, les drones, les capteurs, tous ces outils-là ont un double intérêt. D'une part, d'alléger et d'accompagner l'allègement de la charge de travail, et ensuite la recherche de la performance technico-économique. C'est-à-dire comment est-ce que j'améliore ma performance technico-économique, comment je maîtrise mieux mon outil de production, comment je réponds aussi aux attentes sociétales, parce qu'il faut aussi, le monde agricole entend, je dirais, les attentes sociétales, moins de phyto, plus de glyphosate, le bien-être animal. Alors il faut aussi penser au bien-être de l'éleveur, s'il y a pas que, il faut aussi penser à l'éleveur, mais voilà, tout ça est entendu. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on accompagne ça ? Pour résumer le propos, moi qui donne des cours à l'université, pour montrer à mes étudiants l'injonction paradoxale qui est demandée au monde agricole, je leur dis, ce que vous demandez au monde agricole, c'est comme si moi aujourd'hui, comme enseignant, je vous demandais de ranger votre ordinateur et de prendre une feuille et un stylo. On ne peut pas demander à une profession de régresser techniquement et technologiquement. Voilà. C'est un côté sympathique, les sabots, la paille dans le sabot, c'est Disneyland, c'est le Puy du Fou, c'est sympa, ça amuse les touristes l'été, mais à un moment donné, c'est une profession. Et donc là, c'est comment est-ce que la techno peut, et vous l'avez très bien dit, accompagner ces mutations et ces transformations. Et le monde agricole est prêt à le faire, mais par contre, c'est vrai, quelle est la commande politique. Je veux dire, c'est quand il a fallu nourrir les Français, le monde agricole l'a fait. Nourrir le monde, ils l'ont fait. Aujourd'hui, la bascule en bio ou en HVE, en viticulture, c'est très rapide. Et je prendrai juste un dernier exemple. La bascule de la production d'œufs entre des œufs de batterie et des œufs plein air, ça n'a pas mis 15 ans, ça a mis 2-3 ans. Ça a mis 2-3 ans, pourquoi ? Parce que nous, collectivement, en tant que consommateurs, nous avons dit nous, on veut que les poules courent dans des prés, c'est plus sympa, et que voilà, on en a marre d'avoir des volailles en batterie. La grande distrie qui s'est retrouvée avec des palettes d'œufs qu'elle ne vendait plus, il n'a pas fallu 15 ans, il a fallu 2-3 ans. Voilà, donc il y a des mutations qui peuvent être rapides, d'autres qui sont plus longues, parce que la vigne, c'est planté pour 40-50 ans. Un élevage bovin, on travaille sur la génétique sur 20-30 ans, mais le monde agricole aujourd'hui est prêt à le faire. Et puis on le voit bien nous, dans ce qu'on expérimente, que ce soit des exosquelettes, des drones, des robots, il y a une vraie appétence et une vraie curiosité là-dessus. Merci, là c'est super clair. Donc les agriculteurs et les éleveurs, des entrepreneurs avant tout, qui sont prêts à changer leurs pratiques, à intégrer les innovations et se mettre en rupture pour finalement trouver une nouvelle cohérence
balance, si je peux dire, entre le carbone, la data, la performance, l'homme au travail, parce qu'on a aussi bien sûr les enjeux de pénibilité, des technologies qui peuvent venir nous y aider, du drone, de l'exosquelette, du petit porteur autonome. Mais est-ce bien suffisant? Est-ce que ça ne fait pas juste qu'alléger au lieu de se mettre en rupture? Et du coup, comme on n'a que 45 minutes et qu'on veut plein de questions, je vais vous poser à chacun une dernière question. Donc, un conseil pour alors les exploitants, les gens des technologies, les responsables de l'innovation, les entrepreneurs qui veulent investir le marché des technologies agricoles. Un déclencheur, qu'est-ce qui va nous aider à démarrer et à accélérer ces mouvements de rupture dont on a besoin dans l'agriculture? Et puis un petit message clé pour qu'ils repartent avec et ils s'en souviennent. Alors, Olivier, un déclencheur, un conseil, un message clé. Moi, alors un déclencheur, un déclencheur aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une période, ce que j'évoquais en termes de pression sur les ressources, c'est très fort et pour moi c'est un déclencheur. Et disons que le catalyseur, ça va être effectivement la technologie qui arrive et certaines technologies qui rendent possible des solutions alternatives, comme celles que j'ai mentionnées. Et peut-être une sorte d'inquiétude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui militent pour, alors sûrement de tout temps, mais alors aujourd'hui en tout cas en particulier, pour des changements radicaux dans l'agriculture, avec en fond ce que disait David, c'est-à-dire que en fond, en diabolisant en fait l'évolution un peu technologique d'une certaine façon. Et je suis pleinement d'accord, on ne peut pas demander aux agriculteurs de reprendre une feuille et un stylo. En fait, ça ne va pas marcher de toute façon. Et donc finalement, cette évolution, elle n'est pas, et je rejoins aussi ce que tu dis, il n'y a pas de commande claire, là où on pourrait indiquer un chemin avec des pistes. Et moi, alors celle que je défends, effectivement, c'est robotique vs chimie, et puis agriculture de précision vs masse. Masse en termes de tonnes, quoi. Voilà. Bon. Ok. Arnaud, un message clé, un conseil, un déclencheur. Tout à fait. Alors, mon conseil, dans la logique de ce que je disais tout à l'heure, qui s'adresse aux agriculteurs ou à des techos, c'est de ne pas être conventionnel. C'est plus facile d'imaginer que ce qui va remplacer les très gros engins actuels, c'est des très gros engins, mais il y a d'autres voies, et donc il faut imaginer un monde que les agriculteurs pensent déjà. Il faut absolument les écouter. Ils sont très entrepreneurs, ils sont très entreprenants, ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent. Quand on leur a parlé, ils nous ont dit on veut quelque chose qui soit plus simple, plus propre, plus économique. Et sur cette base-là, on a discuté avec eux et on a construit dans une logique qu'on appelle bottom-up, on a construit effectivement notre réponse robotique. Donc mon conseil, c'est ça, ne soyons pas conventionnels. Le déclencheur, je dirais, et ça a un rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est compliqué de déclencher les agriculteurs sur de l'agriculture. Peut-être est-ce que les business models sont des très bons moyens de les déclencher. Et moi, je dirais que c'est beaucoup plus facile de proposer un service à base de robotique à un agriculteur que de lui dire mettez 150 000 € sur la table pour vous acheter un robot. Et donc là, il y a un déclencheur qui est déterminant avec ce mode de vente de services. Et puis ça coûte beaucoup moins cher. Et puis fiscalement, c'est une charge annuelle. Donc c'est beaucoup plus facile. Et puis mon message clé, c'est un peu un joke ou une pirouette, mais Thomas Edison, quand il a inventé l'ampoule électrique, il n'a pas cherché à améliorer la bougie. Il a vraiment cherché quelque chose véritablement en rupture. Eh bien, aujourd'hui, les technologues doivent proposer aux agriculteurs les véritables ruptures qu'ils attendent et qui sont la seule solution pour répondre aux grands enjeux de ces deux courbes qui finiront par se croiser, le besoin en nourriture et la capacité de production grâce à ces technologies de rupture.
Alors on finit toujours par le côté des exploitants parce que finalement c'est eux qui nous concernent hein, et ça sert à rien de faire des belles technologies si derrière ils les adoptent pas, se les approprient pas, ne peuvent pas les mettre en œuvre. Alors David, un conseil, un message clé, un déclencheur? Je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions. Je pense que déjà ce qui est intéressant, alors c'est vrai qu'on se faisait la réflexion, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'agriculteurs dans la salle. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des agriculteurs dans la salle? Bon, voilà. Si, il y en a un qui est timide, manifestement. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est intéressant, c'est que là, il y a plutôt des gens qui sont du secteur de la techno, du digital. Alors, on a une part de responsabilité dans le monde agricole. Moi, quand je suis arrivé à la direction de la Chambre d'agriculture, je me souviens, mes élus m'ont dit ouais, on a du mal à se connecter à la société civile. Et moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de société civile, je m'en souviens, c'était en décembre 1995, j'étais en kaki, j'étais à l'armée. Voilà, j'étais dans une caserne, il y avait un fossé, du barbelé, la société civile. Donc ça veut dire que nous, on a un travail à faire dans le monde agricole, un peu d'évolution de notre culture, de sortir un peu, alors, sans être dans un côté bling-bling, mais de se connecter aux autres. Et par contre, il y a une vraie curiosité des agriculteurs, donc n'hésitez pas à venir voir le monde agricole, à venir présenter des choses. Enfin, il y a une vraie curiosité des agriculteurs sur la technologie, sur les évolutions technologiques pour comprendre et se dire, tiens, est-ce que ça peut être intéressant, comment? Et effectivement, ce que tu disais Arnaud, nous on le voit sur exosquelette, on a fait une démonstration d'exosquelette, tout de suite, à la fin on a fini sur le modèle économique, achat versus location. Et on est aujourd'hui sur ces réflexions-là avec des agriculteurs et des fabricants d'exosquelettes. C'est-à-dire que très vite, une fois qu'on a démontré l'usage, derrière, on rentre sur des logiques de dire tiens, est-ce que j'achète, est-ce que je loue, etc. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer les acteurs du monde agricole pour dire nous on a des solutions, on a envie de les présenter, on a envie aussi de les challenger vis-à-vis des agriculteurs. Voilà. Après, je pense qu'il y a un message clé. Alors, je ne suis pas naïf, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aimer son monde agricole. L'agribashing, c'est l'indépendance d'un pays, c'est pas qu'avec des bombes nucléaires. À partir du moment où une population est autonome d'un point de vue alimentaire, déjà vous limitez les risques de guerre civile dans le pays. Pas forcément le risque de tension sociale, mais au moins le risque de guerre civile. Et il y a de nombreuses guerres sur la planète sont d'abord et avant tout liées à des questions d'alimentation, d'accès à la ressource en eau. Voilà. On a cette chance-là en Europe. Le hasard fait que nous sommes au bon endroit, quoi. Bon climat, des terres de qualité. Donc il y a aussi, moi si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment, et un message clé, c'est autant, alors je parlais pour les chambres d'agriculture, nous travaillons à l'ouverture, à la connexion, à tous les acteurs, notamment dans le digital, mais venez aussi nous voir, même si vos applications ne sont pas en lien avec le monde agricole, on peut imaginer des usages. Je terminerai sur un exemple concret. Nous avons lancé en décembre une application qui s'appelle AgriCivis, dont l'objectif est de permettre aux agriculteurs de communiquer sur leurs pratiques agricoles. Donc en gros, l'agriculteur, en 3 clics sur son smartphone, il dit je suis à tel endroit et je fais ça. Alors je fais ça, je traite, je laboure, je soigne les animaux. D'accord ? L'application qui est derrière AgriCivis, c'est une application de sécurité qui a été développée par des gens qui étaient au Bataclan le soir où ça a pété. Donc nous sommes partis d'une application d'alerte sécurité développée sur Paris, et on en a fait une application d'information du grand public par les agriculteurs. Donc, je veux dire, si vous êtes dans des startups ou autres à développer des usages, à développer de nouveaux projets, venez nous voir, parce que je pense qu'il y a vraiment, il y a plein d'idées qui foisonnent, il y a plein de réflexions. La question du carbone, du changement climatique, des attentes sociétales, elles sont au cœur aujourd'hui des questionnements du monde agricole. Voilà. Merci. Je pense que là, on a délivré tous les messages clés qu'on devait faire en moins de 40 minutes, ce qui nous permet d'avoir des questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, par contre, je pense que là, la salle étant plus petite, c'est moi qui me balade. Alors, c'est parti. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Denis Toumjou de Société Accenture. En fait, votre discours me fait penser, vous parlez des différentes applications qui sont disponibles aujourd'hui, comme vous avez dit, des partages justement d'expériences entre les agriculteurs. Aussi, vous avez bien touché de certains topics qui sont très importants, que les agriculteurs aussi, avec les nouvelles générations, voulaient transformer leur travail, un travail qui existe par exemple dans le domaine de technologie, d'avoir une week-end, avoir une vie
vie sociale à eux-mêmes, pas seulement rester où ils sont, mais aussi de partager des autres choses. Aussi que autres participants, ils ont bien exprimé le besoin d'automatisation et de changement de certains domaines. Il y a des challenges qui étaient très efficaces, des technologies qui étaient très efficaces selon l'ancien temps, mais aujourd'hui, on n'est plus sûr, on pense que c'est même malfaisant d'une partie. Et aussi, monsieur de la Fauchère, désolé pour mon accent, voilà, qui est bien expliqué aussi qu'il faut casser certaines pratiques et de reconstruire. Donc, de reconstruire des méthodologies, des points de vue. Pour moi, en fait, ce qui vous décrit, qu'il y a aussi une petite danger de beaucoup de solutions, de différentes options, et ne pas être capable de choisir le bon pour son pratique. Pourquoi pas avoir une plateforme, par exemple, Agriculture as a Service. Donc, on peut justement gérer des problématiques qui arrivent, une monitoring justement de bioformes beaucoup plus précis pour répondre, envoyer un ingénieur d'agriculture à un endroit précisé et de créer, par exemple, parce que je sais que de récolte et tout de terrain, c'est des jobs qui sont hyper difficiles et de trouver des gens, des fois, c'est difficile. De créer un service comme ça qui peut aider justement les agriculteurs qu'on voit comme des chefs d'entreprise de mieux gérer et leur faire gagner du temps de certaines façons que ce n'est pas eux qui vont aller finalement faire plusieurs jobs ou besoin de faire des décisions eux-mêmes seulement. Non, mais rapidement, enfin, une moi, plateforme moi j'ai découvert le monde agricole il y a 5 ans. as a service. Les espaces de coworking qui sont très tendance dans le digital, ça s'appelle une CUMA dans le monde agricole. Ça fait 50 ans que ça existe. C'est-à-dire que le monde agricole a inventé plein de concepts, plein d'usages collectifs, alors qui aujourd'hui fonctionnent super bien dans le secteur des startups, enfin dont certains d'entre vous sont issus, et on ne communique plus là-dessus. Mais effectivement, il y a des plateformes, par exemple, de partage de matériel, il y a des plateformes sur de la main-d'œuvre, il y a plein de choses qui se développent pour aider l'agriculteur, avec la difficulté que... Alors le modèle agricole français a cela de particulier, c'est ce qu'on appelle une agriculture familiale. C'est-à-dire que c'est un maillage de TPE, PME. Contrairement à d'autres pays où, par exemple en Espagne, un agriculteur il est salarié d'un groupe agroalimentaire et il gère mais moi je ne porte pas de jugement, hein, chaque modèle fonctionne. Mais en Espagne, vous avez des agriculteurs qui sont salariés d'une entreprise qui va produire des tonnes et des tonnes de pêche, pendant qu'en France, vous aurez X centaines de producteurs de pêche réunis dans une coopérative, mais chacun ayant ses problématiques parce que sa parcelle, la terre est un peu moins qualitative, elle est plus à l'ombre, il y a plus... Voilà. Hein, mais effectivement, c'est des choses sur les plateformes. Nous, on réfléchit aussi en Saône-et-Loire d'avoir une plateforme de partage d'expérience et d'animation de communauté entre la chambre et le monde agricole, voilà, pour justement animer différemment la communauté des agriculteurs et puis aussi leur pousser plus facilement de l'information, alors qu'elle soit agricolo-agricole, technologique, comme nous le faisons aujourd'hui cet après-midi, mais voilà. Hein. J'ajouterais entièrement de l'avis de mon voisin et bonne idée de votre part. Créez-la, cette plateforme. Mais il y a un certain nombre d'initiatives qui sont déjà prises dans ce sens-là. Et comme société qui propose un service aux agriculteurs, eh bien, on est très souvent abordé par un certain nombre de sociétés qui nous disent « agrégez votre offre à un certain nombre d'autres offres, nous représenterons un porte-voix d'autant plus important ». Et puis, dans le domaine des data, par exemple dans la vigne, il y a des tas de sociétés qui collectent différents types de data, et donc je pense qu'on arrive dans une étape de consolidation et que bientôt il y en a un qui ramassera les autres en les achetant ou en leur proposant une association pour créer une sorte de méta-outil qui permettra effectivement une agrégation plutôt que d'avoir, il y a des grands châteaux en Bordelais qui ont les moyens de leur politique et qui du coup sont abonnés à un certain nombre de plateformes, ce qui perd son sens. Donc effectivement cet enjeu de passer à une étape au-dessus finira par venir et est déjà en cours dans un certain nombre de cas. Et puis ça aidera la recherche qui aura des données consolidées et des données rassemblées parfaites. Alors, sur les logiques de plateforme, allez voir AgriData Hub, qui est une
plateforme dont l'objectif est de standardiser un peu les data dans le monde agricole. Et juste pour vous faire sourire, l'Agri French Tech vient d'être lancée cette année. Voilà, par le ministre de Normandie. Alors il me semble que la French Tech est un peu plus ancienne. Voilà. Bon, enfin, tout arrive, hein, donc voilà. Oui, bonjour. Là. Pour le CO2, l'État, au niveau mondial, ils ont créé une taxe CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique. Maintenant, sachant que l'agriculture, c'est quand même la première cause de destruction de la biodiversité, la flore, les insectes, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une taxe préservation de la biodiversité pour justement favoriser les ruptures technologiques et mettre le vrai coût finalement, parce qu'il y a un coût caché qui est toute cette destruction de biodiversité qui n'est pas prise en compte dans l'agriculture. Moi, j'avais déjà une première réponse, alors je vais me la faire. En fait, je ne crois pas que l'agriculteur soit le premier destructeur de la biodiversité, et puis, à mon avis, même d'assez loin. Donc, j'aimerais bien savoir d'où vous sortez cette info. Et après, je vais renverser le sujet et parler de l'opportunité de changer les pratiques ou d'améliorer les pratiques agricoles pour qu'elles soient plus respectueuses de l'environnement. C'est-à-dire qu'effectivement, elles ne tassent plus les sols, on désherbe plus, on met moins d'intrants chimiques. Et à ce moment-là, de parler d'une amélioration du business model finalement de l'agriculteur et donc de son revenu par la revente de ses crédits carbone. Alors, mais peut-être que Olivier, il a d'autres réponses. Non, c'est juste une petite remarque. C'est vrai qu'on ne peut pas nier malgré tout que dans les pratiques agricoles, il y ait une certaine destruction écologique. Moi, je retournerai la question en disant qui paie la taxe carbone dans la chaîne de valeur ajoutée de l'alimentation. Je ne serai certainement pas par l'agriculteur, en tout cas, mais bon. Je ne suis pas sûr que le consommateur soit prêt à la payer, la taxe. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'on ne paie pas la bouffe à son prix, en fait. Moi, ce que je veux dire, les industriels, de toute façon, ils n'auraient pas levé le petit doigt s'il n'y avait pas des contraintes environnementales qui sont faites par les États. Donc, je pense que pour l'agriculteur, ça sera pareil. Ils ne lèveront pas le petit doigt s'il n'y a pas des contraintes. Oui, mais aujourd'hui, on demande à un agriculteur de résoudre une équation où les coûts de production, de toute façon, sont supérieurs à ses revenus. Donc, mécaniquement, ça ne va pas marcher. Par contre, dans la chaîne de valeur ajoutée de l'alimentation, peut-être qu'il y a des trucs à changer, y compris le consommateur, et le prix qu'il paie pour son assiette. Oui, et quand on dit ça, ce sont tous les consommateurs. Ce n'est pas seulement le CSP+, qui peut aller au Alpol Bocuse et mettre le prix sans regarder sur une côte de bœuf, des légumes, etc. Voilà. Il y a un enjeu social quand même sur l'alimentation. Après, moi j'ai toujours confiance dans l'avenir, mais pour en avoir discuté avec des vieux viticulteurs, et c'est ce que tu disais Arnaud tout à l'heure, ils m'ont dit, début des années 80, le bon viticulteur, il n'y avait pas une herbe et la vigne était bleue. Voilà. Celui qui avait de l'herbe, il était un peu feignant. Aujourd'hui, vous allez vous balader dans le vignoble, il y a de l'herbe partout, parce que justement, on a retrouvé ce que tu disais Arnaud, l'intérêt à la fois de laisser pousser l'herbe en interrang, ça développe un certain nombre de choses. Et après, là où il faut être vigilant, et je trouve, c'est un peu un syndrome très français, c'est-à-dire qu'on veut toujours être premier de la classe. Quand je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, l'année dernière, pour la première fois en 50 ans, la balance commerciale agricole française était négative. Et ça continue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force d'être... Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être vertueux, et c'est l'objectif du travail qu'on essaye de mener, d'accompagner ces transformations, alors qu'elles soient digitales, techniques, technologiques, de réduction. Guillaume qui est là pour vous expliquer que nous avons des vignobles expérimentaux en Saône-et-Loire où nous testons la production de raisins sans aucun produit chimique. Et on voit ce qui se passe. Alors on peut se le permettre, parce que la Chambre d'agriculture dit, bon voilà, ça fait partie de notre programme R&D, on teste des choses. Mais le jour où la France sera dépendante alimentairement d'autres pays, ça va être un autre sujet, quoi. Voilà. Et donc il y a quand même derrière cet enjeu-là. Et sur le bio, c'est vrai que il y a des normes. En France, on est toujours à faire toujours plus que les autres. Sauf qu'à un moment donné, c'est ce que disait Olivier, c'est-à-dire que l'acte de production est déficitaire. Ce qui fait que vous avez des agriculteurs qui disent, moi j'arrête, je vais faire autre chose. Je vais faire chauffeur routier, je vais faire... Chauffeur routier, maçon... Non mais voyez, donc c'est là où il y a l'équilibre à trouver entre l'accompagnement vers des démarches qui répondent à des enjeux climatiques, des attentes sociétales et une nécessaire transformation d'un secteur d'activité, avec le fait que l'agriculteur il doit pouvoir vivre, gagner sa vie, et puis le jour où... c'est ce qu'ont bien compris nos amis allemands aujourd'hui, en Allemagne.
l'Allemagne, c'est un pays qui a une conscience écologique très forte. Et un certain nombre d'éleveurs ont, à côté, les élevages français qui sont critiqués, c'est de la carte postale, quoi. Il y a des élevages agro-industriels en Allemagne où, et c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire que le revenu de l'exploitation n'est plus lié au cours du porc, mais lié à la valorisation, soit de la méthanisation, soit du photovoltaïque. Donc ça permet comme ça. Et donc c'est là où aussi on a peut-être un accompagnement à faire de notre secteur agricole pour dire, allez, on va sur de la méthanisation, on va sur du photovoltaïque, on développe des énergies renouvelables attendues par la société qui vont aussi servir d'amortisseurs en termes de rémunération face à des cours qui sont sur un marché mondial. Mais c'est vrai que l'équation est complexe, elle est très complexe aujourd'hui. J'insiste sur ce point. Notre rôle d'inventeur de solutions utilisant les technologies vis-à-vis des agriculteurs, c'est de leur simplifier la vie, c'est de rendre leur travail plus facile, plus propre, mais aussi d'améliorer leurs revenus. Et donc, quand on pense carbone, on pense crédit compensatoire de carbone, c'est-à-dire revenus supplémentaires. Et à aucun moment, effectivement, contribution à une taxe quelconque. Donc c'est un élément qui est génétiquement en nous, qui travaillons dans ce monde-là. Comment contribuer à l'amélioration, dans le sens de ce que tu disais, David, du revenu des agriculteurs. Et la techno, au-delà du grand enjeu macro d'arriver à nourrir la planète quand on sera 9 à 10 milliards sur Terre, il y a aussi celui-là, que l'agriculture devienne un job normal dans lequel les hommes qui ont des femmes qui travaillent dans des bureaux gagnent à peu près autant qu'elles, ont des... Ou des femmes agricultrices dont les maris travaillent dans des bureaux. Oui, attention, parce qu'avec l'exosquelette, moi je sais faire des travaux très très durs dans les champs. Voilà, mais sois capable, par exemple, quand la femme ou l'homme travaille dans un bureau, ils ont des week-ends, les agriculteurs ne peuvent pas partir avec leurs femmes. Tout ça, ça fait partie d'une contribution que la technologie doit avoir et à laquelle on est très sensibilisé. Je vous donne juste un exemple concret pour rester sur le sujet là, sur lequel nous sommes. Le bocage du Charolais-Brionnais, si vous connaissez le sud de la Saône-et-Loire, il y a un bocage, des bocagères partout sur le sud du département, hein, qui font les limites des prairies dans lesquelles on trouve les vaches charolaises. Aujourd'hui, d'un point de vue strictement économique, l'intérêt d'un éleveur, c'est de les arracher. Il ne raisonne qu'économiquement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il entretient les haies, il n'est pas rémunéré pour ça. C'est-à-dire qu'il rend un service agro-environnemental, parce que la haie, c'est un puits de carbone, ça maintient les paysages, ça maintient la terre, mais aujourd'hui, personne ne le rémunère pour ça. Il le fait parce qu'il est attaché à une forme de patrimoine, parce que aussi, ça lui permet de délimiter les parcelles sans aller remettre des piquets, du barbelé, etc. Mais globalement, faire tourner un broyeur sur un tracteur pendant une semaine pour tailler les haies, si on raisonne strict, mais on ne va pas là-dessus. Nous, au contraire, on met en place des programmes en agroforesterie, développement des haies, plantation, etc. Mais c'est là, et ça rejoint ce que disait Arnaud, c'est à un moment donné, comment est-ce qu'on rémunère ce travail-là, qui est indispensable pour répondre aux enjeux climatiques et qui aujourd'hui n'est pas rémunéré, notamment dans le prix payé à la fin par le consommateur. Voilà. Alors, est-ce que c'est au consommateur de le payer ? Est-ce que c'est au milieu de la chaîne, et pas que la grande distrie, qui est souvent présentée comme le grand Satan du monde agricole, mais voilà, il y a plein d'acteurs dans le monde agricole, c'est qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on dilue ce travail-là qui participe aux enjeux que vous évoquiez de biodiversité, de maintien d'un biotope sur un territoire. Alors, on va devoir conclure parce qu'on a déjà dépassé depuis 3 minutes, le temps est parti. Alors, il y avait encore une question ? Allez-y, on triche, et tant qu'ils ne nous jettent pas dehors, on reste. Récentes qui sont apparues en fait. C'est une excellente question. Je n'en vois pas. Enfin, équivalente au GPS centimétrique par exemple ou à la vision,
Je n'en vois pas complètement, mais franchement, je peux me tromper déjà. J'ai une idée. Ça n'est pas un problème qui est peut-être, et c'est regrettable, adressé directement, autrement Olivier aurait répondu directement. Par contre, c'est une problématique qui est adressée de manière générale. À partir du moment où on diminue les intrants chimiques en connaissant mieux ces parcelles grâce aux data, en diminuant les désherbants chimiques par exemple, on fait un travail pour l'eau finalement. Alors dans l'agriculture, adresser cette problématique spécifiquement, moi non plus, je ne vois pas de solution directement. Par contre, c'est une approche qui est intégrée à l'ensemble des solutions qu'on propose. Et cependant, je soulignais l'importance vraiment de la question. Et il y a un gaspillage très fort, parce qu'on ne sait pas faire autrement, mais la culture du maïs, par exemple, dans le sud-ouest, elle est extrêmement consommatrice d'eau, avec du ruissellement très très fort, plus d'un tiers de ce qui est envoyé, de l'évaporation bien sûr, et de la création de maladies parce qu'on arrose sur les feuilles. Bref, mais on ne peut pas arroser à l'arrosoir tous les plants de maïs. Mais bon, il y a eu des essais de machines, en fait, qui avançaient dans les champs de maïs, par exemple, avec, comme des peignes, qui arrosaient au pied, mais à ma connaissance, c'était pas économiquement viable. En fait. Donc aujourd'hui, sur la Saône-et-Loire, nous avons des programmes avec le conseil départemental. La question, c'est comment je conserve l'eau dans des périodes où, quand il pleut, si on ne fait rien, l'eau ruisselle. Donc c'est pour ça que d'expliquer qu'une vache, c'est tant de milliers de tonnes de eau, mais de toute façon qu'une vache ou pas, l'eau elle va tomber quand même. Donc il y a ça. Donc comment est-ce qu'on collecte l'eau ? Alors derrière, après on est sur les sujets sociétaux, des retenues d'eau, il y a plein de débats là-dessus. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que nous avons un programme d'accompagnement avec le département. Alors c'est pas super innovant, c'est juste d'aider les agriculteurs à s'équiper de poches pour récupérer l'eau qui ruisselle sur les bâtiments agricoles quand elle tombe et la stocker pour pouvoir nourrir les animaux quand il manque de l'eau. On est plutôt dans ces logiques de créer des micro-stockages en exploitation pour justement, parce que c'est pareil, ça c'est un sujet où collecter de l'eau, comment je la conserve, derrière les animaux il faut les abreuver, pareil il y a des travaux qui sont menés sur tout ce qui est pollution, de réduire l'impact des pratiques sur la qualité de l'eau, donc il y a plein de choses, et derrière on retrouve le modèle économique, parce qu'un agriculteur connecté sur un réseau d'eau avec un compteur d'eau, ça a un coût, alors il y en a qui le sont, mais ça coûte très cher, donc on essaye aussi d'accompagner. Alors c'est des politiques de petits pas ou de quick win, mais de dire on va essayer de faire des choses pragmatiques pour accompagner les agriculteurs dans la collecte de l'eau pour passer des périodes plus complexes. On sort, là cette année il a énormément plu sur le département, mais on sortait de 3 ans de sécheresse. Je peux vous dire que ça a marqué les esprits. Quand un éleveur passe tout l'été avec un tracteur, une tonne à eau pour aller abreuver ses animaux, parce que les ruisseaux qui historiquement, il y avait de l'eau, il n'y avait rien. Donc on travaille là-dessus, mais plutôt et en essayant de limiter, par rapport à ce que disait monsieur tout à l'heure, aussi l'impact sur l'environnement, c'est-à-dire en ayant à l'esprit de dire si on capte l'eau, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, parce qu'après il ne faut pas déplacer les problèmes, mais c'est un sujet complexe. Alors moi je propose qu'on s'arrête là-dessus, et puis que comme vous êtes potentiellement pas tant que ça des agriculteurs dans la salle, mais plutôt des gens des technologies, je propose que vous repartiez avec cette question: qu'est-ce qu'on peut faire ? On repart avec la question, et puis l'année prochaine, vous nous amenez la réponse. L'innovation technologique en rupture, avec le business model qui va bien, s'il vous plaît, pour on règle ce problème-là. C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée à tous les innovateurs en face de nous. Merci. Au revoir.